chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous déplorons l'absence d'Emmanuel de Rênal, mais avons un tel plaisir d'avoir à la fois Eddy et Frédéric, ça compense largement. Sans oublier Daniel. Ah ben oui, apparemment, nous sommes les piliers, n'est-ce pas, Christian? Oui, ma droite et ma gauche. Bonjour Christian. Bonjour. Alors mon édito, vite fait, parce qu'aujourd'hui, il faut laisser de la place à la musique, laisser de la place à Daniel pour un sujet que je voudrais qu'elle approfondisse. Donc je vais être très bref. Alors Union européenne, Mercosur, les Outre-mer en première ligne. Le Mercosur, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent, est le marché commun du Sud. C'est une organisation d'intégration économique et politique qui a été créée en 1991. Il regroupe principalement l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie est en train d'adhérer. Son objectif est de favoriser la libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, ainsi qu'une coordination des politiques économiques. Il constitue aujourd'hui l'un des principaux blocs régionaux d'Amérique du Sud. Alors, la grande nouvelle, c'est que l'Europe a décidé de se mélanger, de se mêler à cette affaire et a signé au Paraguay, à Asunción, par la main de Mme Ursula von der Leyen, qui a célébré l'accord Union européenne-Mercosur. Un partenariat, dit-elle, gagnant-gagnant. Je vais vous expliquer que c'est peut-être pas aussi simple, mais pour les Outre-mer, c'est pas du tout une victoire. En effet, c'est à mon sens une catastrophe. Pas immédiate, mais une catastrophe. Dans cet accord, les territoires ultramarins ne sont ni cités, ni consultés, ni protégés, et pourtant, ils seront parmi les premiers impactés. Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, cela signifie une chose très simple, la mise en concurrence directe de nos agriculteurs et agricultures, naturellement, insulaires, avec les géants agricoles d'Amérique du Sud. Alors, bananes, canne, sucre, rhum, élevage et tutti frutti, sans jeu de mots. Tutti frutti veut dire tous les fruits. Des filières fragiles, fragiles à cause du fret, des filières qui sont déjà pénalisées par le fret, l'insularité, le foncier, les normes européennes. Et puis en face, vous aurez des productions de masse à bas coût, avec des pesticides interdits chez nous, des OGM, des règles environnementales pas du tout contraignantes. Et ce n'est donc plus une concurrence, mais c'est un déséquilibre manifeste. On nous promet une baisse des prix, on a l'air d'œuvrer, une sorte de théâtre d'ombre qui en Martinique fait des promesses qui jusqu'à maintenant sont à prendre en considération. Il ne faut pas que je sois excessif. Dans les Outre-mer, c'est un mirage pour l'instant. Et l'accord Union européenne et Mercosur ne change rien au coût de la vie. En revanche, il va fragiliser à coup sûr notre production locale. Alors, le résultat de cette affaire, c'est que moins de production locale, plus d'importation, plus de dépendance alimentaire. Il y a aussi l'incohérence écologique. Je m'explique. L'Europe parle climat. Elle signe un accord lié à la déforestation en Amazonie, parce que pour déverser ces trompes de fruits, de légumes, etc., il faudra arracher les arbres de la forêt, pendant que les Outre-mer subissent déjà, vous le savez, cyclones, érosion, montée des eaux. Enfin, le silence démocratique. Les collectivités ultramarines n'ont pas été consultées. C'est pas nouveau, mais pour une chose aussi importante quand même, il en envisage même une application provisoire sans aucun débat. Les Outre-mer sont européens quand il faut appliquer les règles, mais périphériques quand il faut décider. Jingle, actualité. C'est Eddy qui va ouvrir le feu en nous parlant de surendettement en Martinique, état des lieux et projections, une brève introduction. Il s'agit d'une dynamique préoccupante et durable. Le surendettement progresse en Martinique dans le sillage de la tendance nationale. Pour une fois, il y a une similitude, annoncée par la Banque de France pour 2025, plus 10%, mais à un rythme plus soutenu localement. À vous la parole. Bien. Il y a un élément qui nous semble, quand on étudie, quand les gens qui s'intéressent à l'économie étudient les principaux indicateurs, c'est que souvent, on part de chiffres qui sont extrêmement faibles et on en tire toute une série d'enseignements. Alors je vais quand même les rappeler. Le surendettement en Martinique, c'est 525 dossiers de surendettement. Alors comment ça fonctionne? On va partir de la définition. On va pas prendre une définition académique, mais bon, le surendettement, c'est quand vous n'arrivez plus
Vous êtes un particulier, déjà, pas une entreprise, donc on exclut les entreprises. Vous êtes un particulier, vous n'arrivez plus à rembourser vos dettes. OK? Alors, essentiellement des dettes commerciales ou des dettes bancaires. Donc, commerciales, vous avez acheté, vous avez donné 10 chèques ou fait paiement 10 cartes bleues, cartes bancaires, un lave-vaisselle, et puis au bout d'un moment, Vous ne payez plus. vous payez plus parce que les prélèvements ne passent plus, etc. Bon. Donc vous vous rendez dans un bureau spécial de l'IEDOM. Alors l'IEDOM, c'est grosso modo la Banque des Outre-mer. Et en Martinique, c'est sur le boulevard Général de Gaulle. Il y a un beau bâtiment de l'IEDOM et vous y allez. Exact. Et vous remplissez un dossier pour que cette commission, on va appeler ça comme ça, puisse dire à vos créanciers, stop, on arrête. Laissons ce monsieur ou cette dame reprendre une vie à peu près normale. Vous renoncez ou pas à un certain nombre de vos créances et on reconstitue une espèce d'échéancier plus long. Exact. Ça soulage les personnes endettées et ça leur permet parce qu'il faut continuer à vivre, donc il faut continuer à s'endetter, il faut continuer à consommer. Bon. Mais quand on regarde le chiffre, c'est-à-dire 525 dossiers en 2024 contre 463 dossiers en 2023, 13% d'augmentation. Et on en tire des conclusions. J'ai regardé la littérature, hein, c'est explosion, augmentation énorme, fragilisation du modèle économique local, etc. Bon, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Effectivement, on est dans un pays qui est endetté, mais qui est très modérément endetté par rapport à d'autres territoires, et vis-à-vis duquel le système bancaire est largement favorable. En clair, il y a une augmentation ininterrompue des crédits de consommation. Le système, en fait, n'est pas bloqué par l'endettement. Et globalement, les Martiniquais remboursent convenablement leurs dettes. Donc, évidemment, le système bancaire confronté à une population qui rembourse ses dettes, continue à ouvrir les vannes. Aujourd'hui, le montant total de l'endettement des entreprises et des particuliers se monte à plus de 11 milliards d'euros, le courant. Donc si c'était un pays qui était si endetté que ça, avec des difficultés catastrophiques, on ne serait pas monté à 11 milliards d'euros. Et, tenez-vous bien, cette tendance à la hausse du crédit à l'habitat, du crédit à la consommation, du crédit à l'investissement, ne s'est jamais infirmée. Jamais. Il y a eu un petit fléchissement à cause du Covid, mais c'est reparti. Et de la même manière, ce qui donne confiance au système bancaire, parce que c'est quand même le système bancaire qui alimente ça, même si les commerçants font du crédit, mais derrière, ils ont une banque, on est d'accord? Ce qui atteste de la confiance et qui permet aux banques de continuer, c'est l'épargne. Le montant total de l'épargne des Martiniquais, entreprises, collectivités et particuliers, est supérieur à 10 milliards d'euros. Donc, quand vous avez un encours d'endettement de 11 et de l'épargne de 10, vous dites que globalement, le système est équilibré. Donc, je pense qu'il faut intégrer le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens fragiles sur le plan de l'endettement, mais que ce n'est pas du tout une remise en cause globale de l'économie du crédit en Martinique. C'est à ça que sert Eddy Marajo, à rétablir les faits économiques et les choses, et remettre le clocher au centre de l'église. Je vais quand même apporter un petit bémol, c'est que je pense qu'il y a une grande partie, c'est un peu comme pour la démographie et la population, les chiffres, il y a une grande partie des gens qui sont en état de surendettement et puis qui ne font pas la procédure. Donc, Oui. il faut tenir compte de ça. Frédéric, les propositions du Rassemblement national pour une stratégie de long terme. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'à terme, on aura bientôt soit un chef d'État ou soit des députés Rassemblement national. On peut pleurer. Des députés, on en a un paquet. Hein. On en a déjà un paquet. Mais non, on n'en a pas ici. Bon, mais on n'a pas ici. Ici? Non, on n'a pas ici. Ouais. On aura un chef d'État à terme qui potentiellement... Le pire n'est jamais sûr. Oui, dit-elle en se rassurant. Mais et donc, j'ai enlevé toute la partie critique et la fiche que je t'envoyais la partie proposition. Restons sur ça.
s'il peut, pour voir ce que la Rassemblement national propose, parce que ça paraît apparemment c'est très cohérent. Mais restons sur ça, c'est bien que tu, si tu veux, si tu peux, et puis fais ce que tu veux. D'ailleurs, fais ce que tu veux. Je te rassure, j'allais rester sur ça. Très bien, reste. Vas-y, allez. Je respecte le cadre qu'on me donne. Hein. Oui. Donc, on parle de 4,8 milliards d'euros de financement, de propositions. C'est un plan à 20 ans que le Rassemblement national propose aux Outre-mer. Oui. Et donc, c'est un plan qui est très ambitieux, factuellement ambitieux. Et ce plan représente, quand on regarde bien, même si 4,8 milliards, ça fait beaucoup, il représente, quand on regarde de bien, à peine 1% du budget de l'État, 0,7% pour être exact. Hein. Donc, c'est un budget qui est structurellement absorbable, si bien sûr c'est un budget qui est prioritaire. Là encore, il va falloir le confirmer. Bon. Alors, comment est-ce que on pourra effectuer ce financement? Et puis ensuite, je vais vous décrire les objectifs. Eh bien, tout d'abord, le premier levier, c'est le redéploiement par l'État de ce qu'on appelle les niches fiscales. Les niches fiscales, ce sont ces niches d'argent, ces poches d'argent cachées dans les budgets qui permettent à certains de ne pas payer l'impôt, d'échapper aux impôts. Il y a aussi, toujours dans les financements, les doubles budgets, les doubles fonds que le Rassemblement national a détectés et qui pourront être ramenés pour valoriser le budget de l'outre-mer. Et il y a aussi, et ça c'est un levier qui est assez fréquent, alors ce que je viens de vous décrire, c'est ce que l'État fait en général pour éviter toute hausse d'impôts, parce que le Rassemblement national, tout en promettant ses budgets, sécurisants pour nous, pour les Outre-mer, explique qu'il n'y aura aucune hausse d'impôts, et je veux vous montrer que c'est faisable économiquement, ce n'est ni la première ni la dernière fois. Donc ça, les niches fiscales, les poches, comme ça, que l'on retrouve, également le levier de la TVA. La TVA est un grand levier. Figurez-vous que la TVA représente 210 milliards d'euros par an et que là aussi, il y a de quoi affecter à peu près 2% du produit de la TVA pour avoir nos budgets. C'est déjà un mécanisme qui est utilisé par la sécurité sociale aujourd'hui, par les collectivités territoriales. Quand on veut renflouer les caisses de la sécurité sociale, renflouer les caisses des collectivités territoriales, on va chercher sur la TVA. La TVA qui est collectée par l'État. D'accord ? Et puis, il y a aussi, ça c'est moins fréquent, la contribution par la dette, à savoir que l'État français s'endetterait pour pouvoir trouver ce montant-là. Mais on sait que déjà, ça n'a pas bonne presse, la dette, vu notre État. Et également, ce n'est pas un levier très soutenable. Bon. Alors, pourquoi une compensation est juridiquement indispensable dans le discours du Rassemblement national? C'est que l'octroi de mer est hautement discuté. Et en revanche, l'octroi de mer ne peut pas être une ressource que l'on supprime du jour au lendemain. C'est une ressource propre des collectivités ultramarines et ce qu'on ne dit pas assez souvent et que le Rassemblement national a bien saisi, c'est que le principe de libre administration des collectivités et l'équilibre budgétaire local seraient remis en jeu et par conséquent, le Rassemblement national l'a intégré pour ne pas le froisser. Alors, finalement, quand on regarde un petit peu l'histoire du Rassemblement national et finalement la proposition budgétaire qu'il émet, je ne confonds pas le FN qui est par rapport au RN depuis la refonte de Marine Le Pen, un parti qui est loyaliste, qui se présente comme être un peu le sauveteur de l'économie et je vais vous dire un petit peu quels sont les impacts possibles. Déjà, c'est un plan sur 20 ans que le Rassemblement national émet. Or, même si ce plan est assez finalement fiable, pour être clair, le monde change trop vite. Il y a des sujets de climat, fixer des règles à 20 ans aujourd'hui avec les aléas, ce n'est pas évident. Il y a aussi le côté, toujours sur ce côté loyaliste du Rassemblement national, au niveau du soutien du groupe, la compensation de l'octroi de mer, puisqu'en fait, le Rassemblement national, dans son budget, souhaite, je vous l'ai dit, respecter les règles. On promet certes de l'argent par différents leviers, mais on ne l'a pas encore trouvé.
Et pour finir, une autorité forte, aussi très caractéristique de l'ADN du Rassemblement national, avec un ministère d'État puissant, créer une super administration aussi lointaine, je ne suis pas sûre de son efficience. Voilà ce que je peux dire objectivement du cadre. Tu restais pile poil dans ce qui avait été demandé. Un lancement à forte portée politique, la création de l'Alliance guadeloupéenne par notre ami Harry Chalus. Je dis ça parce que c'est vraiment le pote Haïdi. Oui, je le connais très bien. Que je vous avais dit. Moi, il connaît tout le monde. À 2 mois des municipales de mars 2026, qui vise une recomposition du champ politique guadeloupéen, tout en affirmant la volonté du président de région de préserver une centralité politique durable. C'est pas un indiqué, mais tu vas éclaircir tout ça. Voilà. En fait, un élément de base, c'est qu'il dit qu'une société ne se construit pas seulement avec des textes, mais avec des valeurs. Alors, c'est particulièrement important aujourd'hui parce que les valeurs sont au centre de beaucoup de choses. Hein. Il faut aujourd'hui, de son point de vue, une démarche réparatrice, en phase avec les préoccupations actuelles. C'est quoi? C'est la violence, c'est le narcotrafic, c'est le manque de repères de la jeunesse, c'est un environnement numérique aussi qui fait qu'on perd nos repères. Et on s'habitue à de nouvelles modes opératoires, quoi. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas l'air de se positionner pour les élections. Et en même temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas un mouvement d'ouvriers, ce n'est pas un mouvement antagonique, quoi, si vous voulez, comme on a toujours connu. On a toujours connu gauche, droite, patron, contre voilà. C'est un mouvement sur des valeurs. Alors, est-ce qu'il va réussir? Ça me fait penser à l'orientation de Villepin, qui parle de la partie humaniste. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire fi des paramètres qui nous ont toujours guidés pour pouvoir privilégier, si vous voulez, l'éducation, les valeurs? En tout cas, c'est son objectif. Favoriser, effectivement, la structuration et la formation des jeunes. Et il dit aussi que les jeunes sont les premiers concernés parce que les jeunes aujourd'hui doivent avoir les capacités de façonner de nouveaux cadres, de nouveaux élus pour pouvoir voir les choses différemment. Alors il dit que ce n'est pas un parti, c'est pas un outil électoral, c'est un espace de réconciliation, si on peut dire, et de socialisation. Pas d'affrontement politique média, voilà. Mais en réalité, c'est un mouvement supplémentaire dans l'espace guadeloupéen qui a déjà quand même beaucoup de mouvements. Est-ce que cette philosophie d'apaisement va mobiliser du monde? Qu'est-ce qu'il aura comme soutien? Ce mouvement peut-il devenir un atout politique de premier plan? Personne ne sait, mais en tout cas, si vous voulez, c'est une vision nouvelle un peu qui est amenée. Je termine en vous disant une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais étudiant. Ça se passe à Paris dans les années 78. Alors, j'étais entouré d'amis un peu marxistes-léninistes, parce que bon, notre école, ça a été comme beaucoup, Édouard de Lépine, qui était un homme du Robert, qui était pour la 4e internationale, vous vous rappelez, des concepts de Trotsky, etc. Et moi aussi, j'étais forcément imprégné de cette analyse du monde. Et puis un soir, on est allé avec 2 amis chez des Africains. Alors, je ne peux pas savoir quelle nationalité, mais ils ont commencé à nous dire, écoutez, sortez de vos, on vous aliène, on est en train de vous aliéner par une philosophie de la contestation qui n'est pas de nos mondes. Voilà. Mais ça m'avait interpellé, si je vous le raconte après, parce que jusqu'alors, je pensais qu'il y avait une seule manière de penser et de voir le monde, mais là, ils nous ont révélé que ils transcendaient par rapport à ça. Faut pas non plus intégrer les éléments de la contestation qui viennent du monde de la domination. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Voilà, en tout cas, bon, ça me fait penser à ça. Sur ce sujet, il nous reste 1 minute. Eddy. Bon, il faut rappeler quand même des éléments totalement objectifs. Harry Chalus a été condamné. Il va faire appel. Il a fait appel, mais il y a de très fortes chances que ça soit confirmé. Que ça soit confirmé. Il a une peine d'inéligibilité. Et puis surtout, Harry Chalus crée ce mouvement parce qu'il est en opposition radicale avec Guy Losbar, qui est son ancien pote, président du conseil départemental, on dit maintenant, de Guadeloupe, qui lui est favorable à la fusion des 2 assemblées, alors que Chalus dit non, surtout pas moi. Daniel, tu vas nous parler des enjeux fonciers en Martinique. Tu as une totale liberté en rappelant quand même les fonctions qui t'ont été accordées par l'État et par la collectivité à la tête du... Oui, alors très rapidement, oui, si tu veux. Pas rapidement, prends ton temps. Non, sur la fonction. Oui, je suis présidente du groupement pour la sortie de l'indivision et du titrement. Et ça a un rapport direct avec le foncier. Et sur la question du foncier, ce que je voudrais déjà dire d'entrée, que c'est une question sensible parce que c'est une question qui touche à notre histoire. Et
compte tenu de ce fait-là, compte tenu de la réalité de problématiques, il faudrait se garder d'une approche qui soit une approche technocratique, d'une approche dogmatique et d'une approche idéologique. Technocratique, c'est de dire qu'il suffit de mettre en place un moyen par-ci, une commission par-là, prendre un décret par-ci. Dogmatique, ça veut dire que chacun dans son coin décide qu'il va faire ça. Idéologique, et bien de par notre histoire, il y a les gros qui ont tout et puis les petits qui n'ont rien. Ouais. Notre histoire, c'est pas ça. Et il faudrait déjà qu'on comprenne ça parce que les gens ne le savent pas. Donc, au niveau donc, des enjeux, que faire? D'abord, selon moi, il faudrait poser le diagnostic. Et pour poser le diagnostic, il faudrait faire le recensement partagé par tous de ce qui existe comme étude et comme rapport et comme documentation sur le foncier. Moi, j'ai été absolument, depuis que je m'occupe du foncier, mais je suis absolument ébahie par le nombre de rapports, d'articles, d'ouvrages, de commissions, de missions sur la question du foncier, mais surtout par le fait que chacun travaille en silo. Et donc, par conséquent, on empile les choses les unes sur les autres. Donc, il y a une impérieuse nécessité de faire non seulement le recensement, mais de le faire partager par tous. Et ça, la technique est possible parce qu'on a les moyens, notamment avec l'intelligence artificielle, de créer ça. Deuxièmement, il faut faire le recensement des problématiques. L'indivision successorale, puisque le groupement dont je m'occupe, est une des problématiques. On sait que depuis longtemps, elle pèse sur l'approche du foncier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question des friches. Et il y a déjà des études qui sont en cours. Il y a la question de la pollution des terres à la chlordécone. Yes. Il y a la question des terres agricoles. Comment faciliter l'exploitation des terres agricoles. Donc, le recensement des problématiques est nécessaire. Le recensement des outils, parce que quand on regarde l'évolution du foncier à la Martinique, après l'abolition de l'esclavage, il y a une première période qui commence avec ce qu'on appelle les usines centrales, c'est-à-dire que la répartition de la terre change. Et ça va durer comme ça jusqu'au XXe siècle. Et il y a un changement fondamental qui va se produire lorsque il y aura la crise sucrière, la fermeture des usines centrales, la départementalisation. Il y aura une modification complète de la répartition du foncier et de la démographie. La Martinique va passer de 80% de terres agricoles en 2000 à 35% de terres agricoles, parce qu'il y a une évolution. Et il y a aussi un certain nombre de dispositifs et d'outils qui ont été mis en place. Il y a des schémas, le schéma d'aménagement régional, il y a ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols, il y a un certain nombre de trucs, et ces outils, à aucun moment, on ne les évalue, on ne contrôle leur efficacité. Il est absolument nécessaire de pouvoir faire l'inventaire et de dire ce qui ne marche pas, on dégage, ce qui marche et qui peut s'améliorer, on le fait, et ceux qui sont à créer, parce qu'il y en a qui sont à créer. Et ensuite, il faut être transparent. Il faut être transparent, c'est-à-dire qu'il faut être transparent sur les objectifs qu'on veut avoir pour la Martinique à court, moyen et long terme, sur la gouvernance. Qui doit avoir, au lieu d'avoir une multitude d'empilements de personnes qui font la CTM a des compétences, les communautés d'agglomération des compétences, les communes ont des compétences, sans compter tout le privé qui sur ce qu'elle fait. Donc, quelle est la gouvernance et l'État? J'oubliais l'État. Entre la zone des 50 pas géométriques, les forêts, comment on articule tout ça en fonction d'un projet commun. Donc c'est la gouvernance, mais c'est aussi le partage avec la population, parce qu'il faut en permanence pouvoir restituer les résultats des travaux sur la connaissance, le résultat des travaux sur les objectifs, sur les outils, de façon à pouvoir collectivement essayer de voir un projet commun. C'est un projet qui est colossal, mais il faut savoir que nous avons les compétences. Il y a l'université, il y a dans les différentes administrations et les groupements, il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes, qui maîtrisent les outils, y compris l'intelligence artificielle. Donc on a la compétence. On a commencé à répertorier un certain nombre d'outils qui peuvent servir. Ce qui manque,
Moi, je pense que la volonté politique, elle commence à être là. Ce qui manque, c'est les moyens. C'est-à-dire que les moyens ensemble, c'est-à-dire décider, en ayant, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a posé les problématiques, quels sont les moyens qu'on met en place pour arriver à la solution qu'on veut aboutir. Donc ça nécessite un travail sur soi pour déterminer cette volonté commune et les moyens qui sont en face. Ça veut dire que nous allons faire un séminaire où chacun d'entre vous sera animateur des ateliers différents. Alors, bossez, hein, faites comme vous faites jusqu'à maintenant. Deuxièmement, ça veut dire, messieurs les élus, on va vous demander des sous. Troisièmement, ça veut dire qui c'est qui pourrait faire ça. Enfin, on va voir qui c'est qui pourrait faire ça parmi nos associations et nos regroupements. Et on fera ça au courant de l'année qui vient, c'est sûr. Oui, Promis juré. c'est d'utilité publique. Pesticides interdits, l'Union européenne exporte les poisons et dit. Vous Ça, voulez, ça, vous voulez genre- vraiment... Ah non, c'est un journal qui te va, pas vous genre, voulez mais les là, vraiment- c'est... Bon. Alors, la situation est la suivante. L'Union européenne a interdit sur son sol l'usage de 75 pesticides. OK. Alors, 75, ce chiffre est probablement faux. Il doit en avoir d'autres, mais il y a ces 75-là, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Ce sont des substances interdites d'usage dans l'Union européenne, mais qui sont exportées. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire en clair que ces substances sont fabriquées dans l'Union européenne, interdites d'usage, un peu comme le chlordécone, vous vous rappelez? Chlordécone? Bon. Mais ces substances reviennent. Mais oui, puisqu'elles sont utilisées sur des produits qui sont importés par l'Europe. Donc en fait, tu interdis l'usage chez toi, mais en fait, tu consommes, tu ne protèges pas tes consommateurs. Bon. Alors, le seul pays qui est à peu près couvert, mais c'est extrêmement récent, c'est la France. Parce que la France a pris un certain nombre de mesures législatives. En 2018, il y a eu cette fameuse loi Egalim qui a interdit l'exportation comme en Europe, mais elle a été beaucoup plus loin parce que les lobbies ont dit, bon, ok, les produits sont interdits à l'exportation, ben nous, on va découper les produits en substances et on va exporter les substances. Et on va les réunir. Et on les réunit dans le pays de destination. Et il y a une nouvelle loi qui est intéressante, c'est la loi du plomb, qui a du plomb dans l'aile, vous vous rappelez? Du 11, je rappelle, du 11/08/2025, qui, là, va interdire l'export des substances actives. Donc le seul pays qui est totalement protégé, entre guillemets, bien évidemment, je vais vous lire un petit truc, vous allez voir, c'est la France. Il reste à faire ça au niveau européen. Alors, quelques chiffres, très rapidement, ça représente quand même 122 000 tonnes de produits exportés en 2024, alors qu'il n'y en avait que 81 000 tonnes en 2018, soit une augmentation de 50%. Alors, c'est quoi ces fameux produits? Alors, prenez des notes, parce que en Martinique, évidemment, on les retrouve. Le diclopropène, le mancozeb, le fipronil, le chlorate. Bon, etc. Alors, je vais vous lire, je peux? Oui. Je vais vous lire un petit truc sympa sur le mancozeb, parce que je me suis dit, balancer des trucs comme ça, c'est sympathique, mais bon, on doit aller, qui ça c'est, mais c'est café et puis ça. Écoutez ça. Un député PS, 21 octobre 2024, il est grand temps, on parle du mancozeb, il est grand temps que ce produit disparaisse de la circulation. Le danger immense qu'il représente pour la santé des citoyens européens doit le disqualifier définitivement. OK? Après le glyphosate et le prosulfocarbe, ce fongicide, c'est un fongicide, ça contre les champignons, occupe la 3e place des pesticides les plus utilisés sur notre continent. Classé cancérigène depuis 30 ans, ça vous rappelle les choses? Reconnu comme hautement toxique en Europe, pouvant provoquer de graves troubles reproductifs pour la thyroïde, le système nerveux, les yeux, la peau des êtres vivants, ce produit aurait déjà dû être hors circuit depuis longtemps. Donc, la conclusion, c'est que, en réalité, l'industrie chimique ne va jamais renoncer à empoisonner la planète. Moi, je ne dirais pas ça.
attirer le maximum de bénéfices au détriment de notre santé. Donc, qu'on se le dise. Qu'on se le dise et qu'on intègre ça dans les contrôles qu'on fait en Martinique. Parce que, bien évidemment, ces produits sont dans la quasi-totalité des produits que nous importons. Commercialisés ici. Ouais. Mémorial des noms, renverser la honte pour refonder un récit commun. C'est un combat mémoriel de long terme qui est mené par Serge Romana, qui œuvre à faire émerger une mémoire nominative de l'esclavage colonial, afin de renverser la honte. J'aime bien ça, renverser la honte. Donc, c'est toi, Félix, ça peut être que toi. Donc là, Tu vas renverser la honte. c'est le médicament Nouni. Pas tout à fait. Eh bien, c'est peut-être pas le seul, puisque le mémorial pourrait être un médicament pour l'âme. Oui, c'est Et aussi. dès que l'on parle de psychologie collective, vous savez que j'aime bien, pour pouvoir être bien clair avec nos téléspectateurs, passer par la psychologie individuelle pour donner des images concrètes. Alors, ce mémorial de l'âme, tu l'as décrit. Je pense que c'est un mémorial de l'âme, tu vois, ça m'a échappé. Déjà, la première chose, c'est que en psychologie, on appelle ça le narcissisme primaire. Alors, c'est pas un méchant terme, narcissisme, c'est juste de parler de notre identité, qui est notre fondement. Ce mémorial, dans le mécanisme psychologique, ce qu'il permet de faire, c'est de nommer, c'est être un support. Donc, c'est être le support de nos personnalités. Voilà, l'illustration le montre bien. Ça redonne de la dignité ontologique, de la dignité de l'être nommé, c'est donner de la dignité. Voilà. La deuxième dimension psychologique, c'est ce que les psychologues appellent, je trouve que le nom est formidable, les cryptes et les fantômes. Les cryptes et les fantômes de nos personnalités. C'est en psychogénéalogie, on appelle fantômes, des angoisses inexpliquées et un sentiment d'illégitimité. Ce mémorial, sa vocation, c'est de nettoyer les cryptes, de nettoyer les fantômes, de nettoyer concrètement l'arbre généalogique. Ensuite, on parle également, et les aidants en parlent de plus en plus et communiquent, le deuil blanc. Le deuil blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est un deuil gelé, c'est-à-dire que c'est l'impossibilité d'honorer la perte d'un défunt. Eh bien, ça a des conséquences parce que si on n'a pas une sépulture, même symbolique, on ne peut pas effectuer le travail de deuil. Et le travail de deuil, il est essentiel à la santé de l'âme, de l'esprit, et ce mémorial pourra permettre de réaliser ce travail de deuil pour pouvoir sortir de cette mémoire difficile pour arriver à une mémoire beaucoup plus apaisée. Autre sujet, le recadrage cognitif de la honte que tu évoquais. Alors, c'est Serge Romana qui parle d'un recadrage, de reframing, et ce sont des leviers psychologiques. Ce recadrage, c'est de déplacer la honte de la victime vers le système. Donc, on transforme une mémoire victimaire qui est passive à une croissance, une résilience et une sortie de cette honte pour que la honte change de camp, pour le dire simplement. Et puis, il ne faut pas oublier que finalement, ce mémorial pourra faire ce qu'on appelle une prothèse identitaire, parce que avec tous ces noms, ce travail qui a été fait post-esclavage, ces noms qui ont été donnés, je renvoie à l'interview de Serge Romana à l'abolition, etc. Finalement, le fait de restituer la filiation, ça crée ce que les psychologues appellent une prothèse identitaire. Et cette prothèse identitaire va nous permettre de mieux avancer pour devenir, je l'espère, parfaitement intégrés. En somme, ce projet est, à mon sens, un dispositif de santé mentale collectif pour sortir de nos fractures douloureuses psychiques. Je peux passer commande de ce que tu viens de dire, que j'envoie ça au professeur Romana, au nom de vous tous, au nom de l'émission à contre-temps de Citata. Je trouve que c'est excellent. Merci. Parce que tu lui envoies l'extrait ? Oui, vidéo. Et je demanderai à la technique l'extrait, j'enverrai tout ça. Il en fera bon usage. Jingle, jingle. Jacqueline Manicom, la révoltée, Jacqueline Manicom qui demeure l'une des figures les plus singulières, c'est pas de moi, et les plus radicales de l'histoire intellectuelle et politique antillaise du XXe siècle. Longtemps marginalisée, parfois caricaturée, elle incarne une parole féminine, anticoloniale, antiraciste, d'une rare intransigeance forgée, c'est pourquoi finir, forgée dans l'expérience de l'exil, etc., etc. À toi. Oui, alors si nous parlons de Jacqueline Manicom, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre
de Hélène Foire, qui s'appelle Jacqueline Manicom, La révoltée. Et on aurait pu ajouter La révoltée oubliée. Jacqueline Manicom est guadeloupéenne. Elle est née en 1935 et elle est morte en 1946 à 41 ans. Et elle s'est suicidée. Et cette femme, peut-être, elle a été oubliée complètement, elle est passée sous les radars. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? La loi sur l'avortement est de 1975. C'est-à-dire que c'est un acquis c'est l'aboutissement d'un travail extraordinaire qui aboutit à cette loi. Et depuis, donc ça fait 51 ans, et les générations qui suivent ont donc considéré comme acquis le travail qui avait été fait, et elle qui est décédée en 1976, donc elle a été complètement oubliée. Or, moi, je pense qu'on doit restituer, et pour nous, c'est un devoir. On a coutume de dire devoir de mémoire, mais on ne peut pas oublier des personnes qui se sont à ce point dévouées pour une cause. D'autant qu'elle a un mérite personnel extraordinaire. Elle est née en 1935, elle est dans une famille d'Indiens. Sa mère, elle est l'aînée d'une famille de 20 enfants, dont 10 vont mourir. Et elle voit sa mère être enceinte chaque année. Et elle est très douée à l'école, mais elle doit arrêter. Elle ne peut pas passer le baccalauréat parce qu'elle doit arrêter pour aller s'occuper des enfants, parce que sa mère, qui est enceinte pour la énième fois, ne peut plus s'occuper de rien du tout. Donc c'est une frustration, une douleur extraordinaire. Comme elle est passionnée, elle veut faire, son idéal, c'est qu'elle veut être médecin. Ne pouvant être médecin, elle va venir à la Martinique commencer des études de sage-femme et elle va partir pour Paris, où elle va donc faire ses études de sage-femme. Elle va rencontrer un interne, un médecin, un métropolitain. Il va y avoir une histoire d'amour, mais il est d'un milieu beaucoup plus bourgeois d'un milieu bourgeois, pas plus bourgeois, puisqu'elle est d'une modestie. Et donc la famille de cet homme refuse totalement et donc exige qu'il se marie. À l'époque, il faut quand même, il y a des codes de l'honneur, mais qu'il divorce très rapidement. Donc ce qui fait qu'elle se marie, qu'elle divorce et qu'elle revient à la Martinique avec son enfant. Et elle va raconter cette expérience-là dans Mon examen de blanc. Elle va écrire un livre, Mon examen de blanc. Ensuite, elle va rentrer en Guadeloupe, elle va travailler. Elle va se marier avec un autre métropolitain, le Tourneur, qui est lui un anticolonialiste, un indépendantiste, et elle va repartir en France, et elle va s'intégrer, mais complètement, dans la lutte pour la contraception, le planning familial, l'avortement. Et donc, l'image du livre que j'ai montré, elle est à côté de Simone de Beauvoir. Jacqueline Manicom, c'est quelqu'un qui fréquente Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi. Elle participe. Alors, à la génération actuelle, ça ne dit pas grand-chose, mais le procès de Bobigny, puisque à l'époque, l'avortement, c'est un délit qui était éthique, elle va témoigner à ce procès de Bobigny. Et c'est une femme qui va être médiatisée. Elle va écrire après un deuxième livre qui s'appelle La Graine sur son expérience à l'hôpital Boucicaut. Et c'est elle qui crée le planning familial en Guadeloupe en 1964. Elle le crée. Et donc, c'est une femme qui a un engagement qui est complet, et elle doit en même temps être confrontée aux problématiques qui sont celles d'une femme qui a un foyer, des enfants, c'est-à-dire avec les exigences, je dirais, les générations d'après sont plus libres et ont plus de possibilités. Et comme elle meurt en 1976, elle passe complètement sous les radars. On parle plus d'elle. Et donc, Hélène Foire a travaillé, elle est journaliste, elle est historienne, elle a travaillé 2 ans, elle a été regarder les dossiers à l'hôpital, les dossiers de planning familial, elle a cherché la famille, elle a interrogé les enfants, elle a eu accès aux archives. Et c'est un livre qui est très sensible et qui donne à la fois une appréhension de la femme, Jacqueline Manicom, dans son insertion en tant qu'indienne, guadeloupéenne, professionnelle, et également une vision de la lutte féministe. Les femmes actuelles lui doivent beaucoup,
Donc, on remercie beaucoup Hélène Fouard d'avoir rappelé qu'on a une femme en Guadeloupe qui s'est battue et qui mérite d'être reconnue. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a une école maternelle à Paris et une salle d'une médiathèque en Guadeloupe qui porte son nom. Je l'ai croisée dans ces années 64, 65, 66, parce qu'en fait, elle a fondé le planning familial avec Jacques Abel, médecin, qui était un ami très proche, chez lequel je passais mes vacances. Et donc, je l'ai croisée, sans savoir l'importance que son passé pesait sur son action. Jingle music. Paco Malalma. Oui, alors son vrai nom c'est Patrice Marie-Alphonsine. Paco Malalma, c'est son pseudonyme. Je pense que voilà. Alors c'est le fils de Daniel Marie-Alphonsine. J'ai déjà fait un petit clin d'œil dans une précédente émission, oui. Mais je pense que c'est un jeune qui a tellement de talent et tellement de il s'investit énormément que j'ai opté pour lui faire un petit clin d'œil de nouveau. Alors je pourrais dire très sommairement, il a hérité de sa mère l'amour de la couture et de son père l'amour de la musique. Première vidéo, il se présente. Bonjour, 3 mots, les 3 B. Du bien, du bon et du beau. Non, j'ai pas de lien avec la Perfecta, j'ai un lien avec le chef d'orchestre historique de la Perfecta qui a créé le son de la Perfecta. J'ai un lien avec la musique de la Perfecta. J'ai pas de lien avec le groupe lui-même. Oui, je suis en très bon terme avec beaucoup de musiciens de la Perfecta, mais mon lien particulier, c'est avec Daniel Marie-Alphonsine, puisque c'est mon papa. Alors, on disait, il combine mode et musique dans son itinéraire. Ouais. Et j'ai envie d'être un peu plus précis. Il se définit comme un musicien qui pense comme un couturier et un couturier qui crée comme un musicien. Ouais. Voilà. Alors, rappelez quand même, il a été le responsable si vous voulez, chez Christian Dior. Il était chef d'atelier, voilà. Oui. Et j'ai eu l'occasion de visiter aux Champs-Élysées, justement, le Christian Dior. C'était extraordinaire, hein. On est monté au 7e étage, et la déférence que les gens avaient vis-à-vis de lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il est passionné par la musique, donc voilà. Alors, je vous invite à voir une deuxième vidéo où il parle effectivement du travail de son père. Regardez, techniquement. La main gauche, c'est extraordinaire. Mais c'est vraiment, voilà. Donc, en 1998, tout en étant pénétré dans son environnement de présentation de haute couture, c'est de la haute couture, il fonde le groupe qui s'appelle Mamaïla. Voilà. Et il propose une musique inspirée de la Perfecta, mais avec une couleur personnelle qui mêle tradition, modernité. Il réalise le rêve de son père, c'est d'avoir des musiciens virtuoses autour de lui. Ouais, les meilleurs. Écoutons, regardons de nouveau.
J'aime beaucoup parce que vous avez remarqué, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer la déclinaison esthétique. Voilà. C'est pas au hasard. Tout le monde est habillé. Tout le monde est habillé sur 4 épingles. Voilà. Donc, c'est ça, Paco. Alors, sur le plan musical, des arrangements riches, des polyphonies vocales. Alors, parce qu'il y a 3 chanteuses et puis lui aussi qui font du chœur. Alors, il a travaillé dans une résidence qui s'appelle la résidence César à Paris, où il organise des concerts. Et tout à l'heure, on va arriver au Bal du Soleil, parce qu'il fait aussi le Bal du Soleil tous les week-ends à Paris, mais de manière très grandiose. Hein. C'est pour ça que je tiens à vous en parler. Merci, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est un militant aussi, si vous voulez, pas passionnément, mais je veux dire, esthétiquement, il est... Voilà. Alors, on va voir une 4e vidéo avec un titre qui s'appelle « En nous aller », que son père a composé également. Alors là, j'ai choisi ça pour vous montrer le dialogue qu'il y a entre le clavier et la guitare. Hein? Ça, c'est aussi le type de fonctionnement de Daniel-Marie Alphonsine qui avait à cœur de créer effectivement des dialogues entre les instruments. Et ça, c'est magnifique, voilà. Ok. Alors, c'est une musique vivante, généreuse. Vous avez vu, c'est grands orchestres, hein, c'est pas à 3 pédales, hein, qui est nourri de rythmes caribéens, de richesse harmonique, de polyphonie vocale. Sur scène, il est très énergique. Et puis vous avez vu son sens de l'esthétique. Et lui, il a toujours dit, je veux faire comme mon père de la musique populaire, mais de qualité. Ce n'est pas parce que c'est populaire qu'il faut dégrader. Hein? C'est comme le concept qui dit il faut élever les gens à la culture au lieu de baisser la culture au niveau des gens. Enfin, je veux dire, il y a une formule comme ça, et c'est pour ça que aussi c'est notre passion, en tout cas, de faire en sorte que la culture puisse favoriser l'élévation de... Alors, je vais vous parler des Bals du Soleil. C'est des bals qu'il organise régulièrement. Il a invité pas mal de gens, et on va écouter une séquence vidéo avec les Bals du Soleil. Help Me Baby, c'est aussi une composition de Daniel-Marie Alphonsine. Je n'en peux plus, tu es trop loin de moi. M'écriras-tu, j'attends depuis un mois. Je meurs de froid dans mon lit, tu dois être encore plus jolie. Je n'avais jamais appris à être seule, je t'en prie. Et quand j'ai peur de la nuit. Alors, il est venu plusieurs fois ici, hein, avec son groupe, mais il finance tout. Alors, je ne sais pas quelle est sa situation, mais il finance, quoi. Et puis, il est là, quoi. Il a un grand studio chez lui. Il organise des manifestations. Le 26 décembre, il a organisé quelque chose avec de la danse. Mais si vous voulez, c'est la culture antillaise dans son haut niveau. Et il est tout seul. Personne ne l'accompagne. Donc, c'est aussi pourquoi je tiens à parler de lui, Paco Marie Alphonsine. Je pense qu'on a une dernière vidéo. Oui. Voilà, c'est ça. Une composition de Jean Tuernal qu'il a. Alors là aussi, vous allez voir. On a le temps. Si dans le monde entier, rien fait passer par les nous. Ballon l'amour, ça la balle.
Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sens qu'il a toujours voulu prolonger le travail de son père. Son père qui a laissé la Perfecta dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir, mais si vous voulez, assez compliquées, assez lourdes, assez tragiques, si je puis dire. Et son père s'est exilé en Guadeloupe et on n'entend plus parler de lui. Mais lui, Paco, au-delà même de son talent de créateur esthétique, si vous voulez, chez Christian Dior, il a cette passion et il continue à travailler pour proposer la qualité optimale de la variété antillaise, quoi, et prolonger le travail de son père. Paco Malalma, voilà. Bravo. Bravo. Cette émission était particulièrement intéressante. Chaque professionnel ici s'est exprimé dans des secteurs qu'il connaît bien. J'ai découvert l'économiste Frédéric, fine psychologue. Bon, Daniel, on sait qu'elle est une juriste européenne, et puis elle a vraiment parlé de ce qu'elle connaît. Quand tu as dit, on me fait des félicitations pour toi. Je te présente mes excuses. Il connaît beaucoup de choses. On dit qu'il connaît beaucoup de choses. Il dit, ouais, parfois, il me donne un petit peu aussi, quand même. C'est pas vrai. Il dit, c'est pas vrai. Je taquine. Il est Donc précis. ça fait des années, alors. Il est précis. Il est sérieux. Alors, quant à Christian, je ne dirai rien. Beaucoup plus. Je vous remercie d'avoir supporté le niveau, peut-être parfois trop élevé. Non. C'est que vous fassiez de bonnes réactions. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je remercie la technique, je remercie vous les connaissez maintenant, je les cite à chaque fois. Et puis également la direction de Zitata qui nous permet d'affirmer nos idées et nos intentions et nos prétentions. À la semaine prochaine.